bienvenue dans la matrescence. Vous écoutez l'épisode numéro 18 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi, bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité, loin de l'image lisse et parfois filtrée, aperçue sur les réseaux sociaux. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais surtout maman d'une petite fille de 2 ans, Ella. Maman, papa. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Accoucher à la maison, ça paraît un peu fou dit comme ça. Et pourtant, depuis 15 ans, Isabelle Deputier accompagne chaque mois 10 familles dans ce projet d'AAD. AAD, ça veut dire accouchement à domicile. On dit donc AAD. Alors pourquoi je vous parle d'accouchement à la maison ? 1, parce que je pense qu'il est important de sensibiliser à ce sujet. Et de 2, vous le découvrirez dans l'épisode, parce qu'il est encore plus important de laisser le choix aux femmes et de leur donner les clés pour faire ces choix en connaissance de cause. Alors l'accouchement à la maison représente moins de 1% des naissances en France. Ce n'est absolument pas le cas aux Pays-Bas par exemple, où il y a une véritable politique de natalité avec un taux de 16% de femmes qui accouchent chez elles. Cette pratique est tellement pour le moment confidentielle chez nous qu'aucune étude n'avait jamais été réalisée jusqu'ici. Heureusement, depuis début septembre, des chiffres officiels sont venus corroborer ce que toutes les sages-femmes à domicile savaient déjà. Attention, spoiler alerte, accoucher à domicile ne représente pas plus de danger, voire moins, quand il est bien encadré. Accoucher à la maison, donc, n'est pas égal à danger. Elles sont environ 80 en France à sillonner les différents départements. Vous l'aurez compris, c'est peu. Je vous donne donc en résumé les conclusions de cette étude. La mortalité maternelle est nulle. Tous les enfants sont nés vivants et surtout, écoutez bien, les femmes en accouchement à domicile ont subi en proportion 61 fois moins d'épisiotomie. Je sais pas, ça laisse rêveur parce que quand on sait aujourd'hui que l'épisiotomie est plutôt un acte inutile et on peut le qualifier parfois de violence obstétricale, je pense que ça donne à réfléchir sur la pratique en tout cas qu'il y a en maternité. Le taux d'allaitement, c'est sans surprise maternel exclusif, est de 97,8% pour les femmes qui sont en AAD. Alors Isabelle Deputier fait figure d'exception en France parce qu'en suivant 10 femmes par mois, elle est très très au-dessus de la moyenne nationale qui est de 20 femmes par an. Voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions, elle suit donc environ 120 femmes par an. À travers son parcours, vous allez comprendre pourquoi il est difficile d'accoucher où l'on veut, à la maison, les obstacles que les sages-femmes rencontrent, le montant exorbitant des assurances qui leur sont demandées et la pression ahurissante de la part du corps médical sur leur pratique. Et pas seulement des médecins, mais aussi des sages-femmes, c'est à préciser. J'espère que cet épisode vous apprendra beaucoup de choses sur vous, votre corps, sur votre capacité à accoucher, sur ce qu'est être une femme dans ce monde, ce que représente le métier de sage-femme également. J'ai vraiment passé 1 heure avec Isabelle, très intéressante, c'était très enrichissant et j'espère que vous en ressortirez de cet épisode plus forte et sûre de vos choix. Parce que je le précise, je ne suis pas là pour faire la pub et dire qu'il faut accoucher à la maison tout le monde, pas du tout, c'est un choix. Et d'ailleurs, Isabelle l'explique très bien dans l'épisode, tout le monde ne peut pas accoucher à la maison. Mais pour celles qui hésitent, allez-y, la porte est grande ouverte, en Gironde en tout cas. Très bonne écoute. Merci Isabelle de me recevoir chez toi.
Un plaisir. Alors, on est là pour parler d'accouchement à domicile, le AAD. Le AAD. Comme on dit. C'est plus joli, je trouve, accouchement à domicile. Oui, bien sûr. Après, tu sais, tu as souvent des abréviations comme ça. C'est plus rapide, mais voilà. Ou alors naissance à la maison. Tu vois, moi, j'aime bien Naissance aussi. à la maison, c'est mieux, joli, c'est vrai. Parce que c'est pas accouchement, c'est technique. Naissance, c'est, tu vois, de l'ordre de l'intime, de la psychologie. C'est naître, tu vois. Naître mère, naître père, naître bébé, comme je dis. C'est vrai, on est trois. Ouais, on est trois. Ouais. Comment est-ce que tu es devenue sage-femme ? Par hasard, orientation, gestion de concours. Au départ, j'ai passé le concours de vétérinaire. Donc, tu vois, comme je dis, la femme est un animal, mais tu vois, au début, ma fonction, c'était d'être vétérinaire. Le concours, en fait, était un peu dur. J'avais une sœur qui passait le concours de médecine, qui m'a inscrite au concours kiné, sage-femme. Et du coup, en fait, j'ai passé plusieurs concours, sachant que comme le concours de veto était dur. Donc, par hasard, effectivement, j'ai raté veto et j'ai eu tous les autres. Et là, miracle, il me propose un prestage. Parce que je connaissais pas du tout le métier. J'ai 18 ans, tu t'imagines, quoi. Enfin, j'avais 19, quoi. Voilà. Donc là, je fais ce prestage. Écoute-moi, comme quoi il y a des révélations et des belles rencontres. La première femme, mon premier accouchement, tu vois, tu as 19 ans, tu connais pas grand-chose. C'est une femme sublime, une africaine, qui parlait pas français, qui n'était pas accompagnée, mais qui savait ce qu'elle voulait ou qu'elle ne voulait pas. Et qui, dans moi je dis sa beauté, si tu veux, a géré toute seule, n'a pas voulu qu'on la touche, alors au détriment, mais presque, si tu veux, les gens comprenaient pas autour. Moi, je voyais tout le monde s'agiter, les professionnels médicaux qui comprenaient pas ses choix. Et cette jeune femme n'a pas appelé. Et en fait, à un moment donné, on rentre, elle était en train de pousser accroupie sur le lit. Et elle s'est accouchée toute seule sur ce lit, voilà, dans une puissance, mais alors d'une puissance et d'une beauté, où moi j'ai trouvé ça sublime et tout le monde hurlait comme quoi c'était pas normal. Moi je trouvais ça beau, tu vois, voilà. Et cette première rencontre, cette première jeune femme qui a accouché toute seule sur son lit d'hôpital, si tu veux, en demandant à tout le monde de lui foutre la paix royale, on voyait bien qu'on pouvait pas la toucher. Moi j'ai trouvé très forte, très puissante et j'ai dit mais en fait c'est ce métier que je veux faire. C'est d'une magie, c'est d'une beauté, c'est d'une force, c'est incroyable, quoi. Voilà. Et c'est comme ça, cette première rencontre m'a fait dire, je veux être sage-femme. Alors, en revanche, après, j'imagine que alors, tu n'as pas les vu autres accouchements, non, après les autres accouchements, heureusement que j'ai vu celle-là. Oui. Parce que je pense qu'autrement, j'aurais été peut-être kiné, tu vois. Mais on reste un peu dans la partie. Mais c'est vrai que, si tu veux, c'est vrai que cette première... Moi, j'ai toujours, tu sais, c'est pas de hasard, c'est des rencontres qu'on fait qui vont nous orienter. Et c'est ces rencontres aussi qui m'ont permis aussi, à un moment donné, de me dire, mais non, il n'y a pas qu'une voie pour la naissance, il y a peut-être d'autres approches. Et après, en fait, l'information, la documentation, tu te l'amènes toi-même. Nous, on est sur un contrôle très médical en France, des études qui nous blindent un peu à style médecin. Alors, on est sage-femme, moi j'ai toujours... Donc, on travaille plus sur la pathologie que sur la physiologie. Mais pour travailler bien en physiologie, il faut bien connaître la pathologie aussi. Donc, c'est pas anodin, si tu veux. Donc, je rappelle quand même que c'est 5 années d'études après le bac. Donc, tu as quand même une vraie connaissance du phénomène, donc de la femme, parce qu'on va tourner, nous, autour de tout, que ça soit la conception, la grossesse, mais bien sûr, avant aussi, tout ce qui est gynécologie et désir d'enfant ou pas d'enfant, tu vois, l'interruption de grossesse aussi qu'on nous a autorisé et permis. Donc, bien sûr, aussi se préparer, la préparation à l'accouchement, ça c'est important aussi, mais on ne parle bien que de ce qu'on connaît. Donc forcément aussi, il a fallu aussi s'informer différemment. Parce que nous, quand on est formaté à douleur égale péridurale, nous, on ne parle pas de la douleur, on parle de la péridurale. Et ça, on sait très bien en parler. Donc c'est vrai qu'après, il a fallu que je me recerne, moi, me former différemment, avoir d'autres approches, mais très personnelles, qui m'ont fait dire, mais comment on fait ailleurs ? Et comment on fait les femmes pendant des milliers d'années pour gérer cette douleur et recommencer à accoucher ? Parce que globalement, tu te dis, mais si ce mécanisme est aussi horrible et aussi dangereux, mais l'humanité serait éteinte et il n'y en aurait pas deux après un. Donc tu te dis quand même, il y a une réflexion à avoir de bon sens, et moi j'adore le bon sens. Et je me dis, il ne faut pas une étude médicale des fois pour confirmer un petit peu les options. Donc comment ça se passe ailleurs ? Et là tu vois qu'effectivement en France, alors déjà sur l'Europe, on ne va pas aller loin, mais regarde aux Pays-Bas. Tu passes une frontière, tu vas aux Pays-Bas. Là, ils ont une autre prise en charge, un autre système qui favorise plus la physiologie avec bien sûr l'accouchement à la maison valorisé, le suivi sage-femme valorisé. En gros, si tu vas bien et que tu vois un médecin, tu payes pour tes soins. Tu sais, l'argent motive beaucoup. Et moi, je dis aussi des fois, tu vois, j'ai quelques japonaises que j'ai accouchées à la maison. Alors ça aussi, c'est remarquable. L'ouverture au monde s'est faite aussi. C'est que maintenant, quand tu es sur place, tu as des femmes de partout, quoi. Le monde bouge. Et les rencontres sont magnifiques parce que c'est des étrangères qui t'amènent aussi cette réflexion. Et au Japon, elles te disent, mais nous, d'abord, on a une valeur, c'est le courage. Et que si, effectivement, la femme, elle crie, elle hurle ou elle demande une péridurale, elle est un peu dévalorisée au sein de sa société. Parce que nous, il faut pas exprimer la douleur. Et par contre, elle me dit aussi, tu sais, nous, on n'a pas une sécu comme vous, et nous là-bas, on paye pour la péridurale, et globalement c'est très cher.
Donc, je vais te dire que la motivation, c'est de se dire aussi, bon, bah écoute, hein, comme c'est très cher, on va supporter. Donc, tu vois, on a ses moyens, quoi. Hein. Ouais. Et donc, dans ton parcours de sage-femme, t'as été en maternité? Ah voilà, moi, avant tu sais d'être aussi, avant d'être sage-femme, je suis femme et mère. Tu vois, c'est ce que j'aime à dire. Et t'es devenue mère? Non, après avoir été sage-femme. Mais mère, juste après. Juste après. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'année de mon concours, si tu veux, moi, j'étais mariée à 21 ans et j'ai eu Gaëtan, mon fils, à 24 ans, tu vois, enfin très vite. Voilà, mais ça, c'était nos choix à nous. Hein, voilà. Et puis après, bien sûr, l'inscription aussi, j'ai 2 autres filles après Gaëtan. Et du coup, mes 3 enfants m'ont fait devenir aussi la femme que je suis, tu vois, avec une réflexion aussi, c'est d'aboutir déjà moi, mon concept, j'ai allaité longtemps. À l'époque, ça se faisait pas. Hein, ils ont plus de 30 ans. J'ai allaité 18 mois. J'ai amené mon tire-lait à la maternité. Et donc, le choix aussi de m'installer effectivement sur un secteur hospitalier, c'était aussi l'intérêt de pouvoir bénéficier d'horaires plus ou moins fixes, si tu veux, même si on a des week-ends, même si on a des gardes, mais on est effectivement... On a beaucoup moins de cette disponibilité qu'on nous demande en libéral, en tout cas. Donc, mon premier choix s'est fait sur l'hôpital pour aussi me dire, parce que l'hôpital me plaît, parce que l'hôpital, il y a aussi le consensus d'être à plusieurs, une équipe, et le travail en équipe est formidable aussi. Bon, voilà, il y a aussi cette dynamique intéressante. Et de me dire que l'hôpital aussi, par rapport à ce qu'il peut offrir, peut aussi bouger et s'orienter, si tu veux. Alors voilà, donc beaucoup d'engagement aussi, militante, hein, bien sûr, syndiquée, enfin, tu vois, un parcours déjà un peu ouais, enfin, voilà, un petit peu essayer de développer, si tu veux, à l'hôpital, plus de physiologie, plus, tu vois, voilà. Mais bon, je me suis rendu compte que l'hôpital a des moyens limités, que l'obstétrique ou l'accouchement n'intéresse pas les hommes. Voilà, parce que si les femmes ont toujours... J'ai entendu dire une fois un directeur qui m'a dit « Mais les bonnes femmes ont toujours accouché comme ça, pourquoi elles ne continuent pas ?» Tu vois, le mot « bonne femme », tu vois ce que ça traduit derrière. Voilà, donc en gros, de quoi elles se plaignent, on leur met tout ce qu'il faut, elles ont qu'à pas demander autre chose. Et je me rappelle qu'à l'époque, pour avoir des ballons, tu sais, des ballons de travail, il a fallu 5 ans de demande à la direction pour avoir des ballons en salle d'accouchement. Alors, je te dis pas, moi, je suis partie à l'époque, donc ça fait 15 ans maintenant, ça fait 15 ans que je suis partie de l'hôpital. Ils promettaient de mettre 1 ou 2 baignoires pour au moins le pré-travail, pour qu'elles puissent se détendre. Et depuis 15 ans que je suis partie, les baignoires sont toujours pas installées. Donc, tu comprends bien que la fatigue et l'épuisement, au bout d'un moment, te fait dire, bon, ok, les moyens sont pas là, ils veulent pas se diriger là-dessus. Et je comprends, enfin, tu sais, l'acte accouchement, ça rentre, c'est financier, hein, tout ça. Ça rentre pas beaucoup, hein, c'est-à-dire un accouchement étant payé 313 €, tu penses bien que là-dessus, les hôpitaux gagnent rien, alors qu'ils dépensent beaucoup. Tu vois, la politique fait qu'on ferme des petites maternités, ils te donnent l'idée de pas sécuritaire, mais c'est pas budgétaire. On perd de l'argent sur une maternité, alors que si tu développes un secteur de transplantation rénale, de trucs comme ça, là, ça a une autre image, si tu veux. Donc, les moyens sont mis en fonction aussi de la rentabilité. C'est de la gestion, hein, maintenant, les hôpitaux. Et donc, c'est pas rentable d'accoucher. Ah, mais non, c'est pas rentable, parce que tu payes rien. Mais par contre, il faut dépenser beaucoup. Moi, je dis toujours, t'imagines, tu rentres toute seule, mais après, vous êtes à 2. Il y a une mère et un bébé. Donc, tu doubles les tarifs alors que tu rentres pas d'argent. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, après, effectivement, ils te disent, mais c'est dangereux. Tu vois, comme le danger d'accoucher est venu aussi, l'idée du danger. Parce que quand on dit, on ferme des petites maternités, elles sont pas sécuritaires, ce qui veut dire que donc, si c'est pas sécuritaire, c'est que c'est dangereux. Et depuis 20 ans que la politique a fait fermer, mais c'est vieux, hein, ça fait 20 ans qu'on ferme les petites maternités, on se retrouve maintenant, effectivement, nous, alors les femmes, comment je fais ? J'ai pas de choix. Reprends maintenant des secteurs où, effectivement, elles doivent faire 100 km pour aller dans une maternité, les femmes. Alors là, on s'en préoccupe en disant, on va leur payer un hôtel en fin de grossesse pour les rapprocher de la maternité. Mais pense à l'accouchement à la maison, quoi. Enfin. C'est une méconnaissance aussi de la psychologie. Une méconnaissance de tout. Non, mais là, fin de grossesse. Voilà. Et là, tu te dis qu'effectivement, sur le ministère de la Santé, il ne doit pas y avoir beaucoup de sages-femmes qui sont là-bas, quoi. Hein. C'est masculin, tous ces métiers. Et moi, je dis, tu sais, il y a encore un truc. Alors, je suis encore un peu. Je finis la politique et puis après, on parle des femmes. Mais je me rappelle que, tu vois, ne serait-ce que l'orientation maison de naissance, où ça se trouve dans plein de pays, on ne demande pas que l'accouchement à la maison. On demande, nous, la possibilité d'offrir du choix pour que les femmes puissent choisir en connaissance de cause. Voilà. Et les maisons de naissance qui sont pratiquées dans les pays, on va dire, plus protestants, nordiques, Allemagne, Suisse, tu vois tous ces pays où c'est pas des secteurs physiologiques dans une maternité, c'est des vraies maisons de naissance à 30 km d'une maternité. Aucun problème, hein, dans ces structures-là. Mais nous, quand on a demandé ça fait 10 ans, hein, qu'on les demande, je sais qu'il y a 5 ans, le Conseil constitutionnel a interdit, a invalidé l'expertise des maisons de naissance. Tu regardes l'âge moyen du Conseil constitutionnel,
tu regardes les sexes, tu dis que c'est des hommes de 80 ans qui imposent à des jeunes femmes le droit d'accoucher comme elles veulent quand même. Bon, entre-temps, l'expertise est revenue, si tu veux, sur le carreau, mais avec 10 expériences en ce moment, je vais dire, on ne va pas conclure à grand-chose, je pense. Et là, les sages-femmes s'épuisent, il y a d'autres contraintes, il faut qu'elles soient 2, payer qu'une seule, mais 2, financièrement, elles ne s'en sortent pas non plus. Donc on voit que politiquement, de toute façon, le sujet, 1, n'intéresse pas, et 2, n'est pas rentable pour eux, si tu veux, voilà. Mais les femmes, par contre, elles continuent d'accoucher. Comment est-ce que tu as décidé, il y a 15 ans, de passer en libéral et d'accompagner les naissances à la maison ? J'avais déjà, si tu veux, moi, une réflexion physiologique donc à l'hôpital où je travaillais. Et cette réflexion m'a amenée aussi à faire de l'accompagnement, on va dire, sauvage, avec des médecins qui avaient des fois, avec un médecin surtout avec qui je travaillais, qui avait dans son bureau un couple, projet de naissance, accouchement le plus physiologique. Il me connaissait, il m'appelait, il me disait « Est-ce que tu veux les prendre en charge ?» Je faisais du bénévolat à l'hôpital. Je les voyais à la maison, je leur faisais des cours en individuel, non rémunérés, bien sûr, parce que moi, ça m'éclatait, si tu veux. C'était ce que je voulais faire, c'était la sage-femme que je voulais être. Et donc après, effectivement, elle m'appelait, je les accompagnais hors mon temps de travail, bien sûr, on ne me rendait pas d'heure. Voilà. Et moi, j'ai pensé, si tu veux, qu'en développant ce type de ressources derrière, au départ, c'était pour montrer que ça pouvait se faire. Et puis, en fait, non, il n'y a pas d'énergie qui veut installer un système. Très seule, pas reconnue, bien sûr, pas rémunérée. Et un jour, mon mari m'a dit, t'en as pas marre ? Il m'a dit de te faire appeler le pigeon de la maternité parce que je pense que les autres rigolent bien quand même. Et là, ouais, c'est vrai, j'ai dit stop, j'arrête. Et à ce moment-là, il y a une collègue qui m'a proposé, si tu veux, une association avec elle. À l'époque, il y avait une petite maternité qui a été maintenant fermée, qui a ouvert son plateau technique, si tu veux, en disant, on vous ouvre un plateau technique, si vous voulez, vous pouvez travailler sur place, contre rétribution. Mais c'était déjà, si tu veux, pour moi, au moins, c'est changé, ça m'a pris, tu vois, j'avais 40 ans, tu sais, la crise de la quarantaine, les enfants grandissent, tu as du temps libre pour toi, et là, tu as envie, effectivement, de bouger les choses et d'avancer plus, si tu veux. Voilà, donc je suis partie, effectivement, m'installer en libéral, j'y connaissais que dalle, enfin, voilà, et belle aventure aussi. Donc, avec la collègue, on s'est donc mis sur cette maternité, et puis, les choses se passaient au mieux, pas toujours, les équipes, les médecins, les autres collègues sages-femmes, c'est toujours très délicat, voilà. Mais, globalement, voilà, ça se passait jusqu'à ce que très vite, parce que moi, dans l'idée toujours, c'est, écoute, on va faire le plus possible du travail à la maison. Qu'est-ce que t'es bien chez toi ? Tu peux prendre un bain. Il n'y a pas le contrôle, tu vois. Enfin, il n'y a pas l'observance, il n'y a pas... Et quand on sera déjà bien avancé, à ce moment-là, on part ensemble à la maternité. Je t'amène pour accoucher sur le plateau technique. Et tu penses très vite, il y a une première maman qui m'a dit, écoute, non, moi, tu me tireras pas, je reste chez moi. Donc forcément, tu as toujours l'idée que ça peut aller vite quand même, et tu as du matériel, si tu veux. Et là, cette première femme a accouché avec moi à la maison, m'a ouvert les yeux aussi. Et moi, je dis toujours, c'est les femmes qui me font mettre en confiance, parce que moi, je suis partie de zéro, j'avais jamais vu, j'avais jamais construit. Là, je me suis hyper équipée, renseignée. Et là, pour le coup, effectivement, très vite, elles l'ont su, ça se sait. Ça se sait très vite. Et forcément... Je confirme. Ton numéro, il tourne assez facilement. Et là, tu penses bien qu'il y en a une qui a dit, mais je sais que tu as accouché une femme à la maison, mais moi, je veux rester chez moi. Bon, oui, mais dis pas trop, quoi. Tu vois, quand même, j'ai un plateau technique. Voilà, donc la clinique l'a su, a commencé à mettre des bâtons dans les roues, parce que pour eux, ça rapportait moins d'argent. Donc là, j'ai commencé à recevoir des petits mots, des petits courriers, des petits mails, voilà, tu vois, c'était très indirect. Et puis, du jour au lendemain, on m'a fermé le plateau technique, et donc je me suis retrouvée, si tu veux, avec les mamans. J'en avais quand même 50% qui accouchaient à la maison, 50% en plateau technique. Et là, pendant un an, j'ai démarché l'hôpital pour essayer d'ouvrir aussi un plateau technique. Moi, je pensais aussi que la liberté de choisir, il y avait des femmes qui voulaient effectivement accoucher chez elles, mais d'autres qui préfèrent un accompagnement aussi à l'hôpital. Souvent, c'est les hommes qui sont craintifs, et ça les rassurait aussi de savoir que je pouvais les accoucher en plateau technique. Bon, alors là, l'hôpital, j'ai fait des réunions sur réunions où je me suis fait fracasser. T'es toute seule, t'as l'impression d'être dans un tribunal. Et là, si tu veux d'avancer en avancer, t'avances, tu recules, t'avances, tu recules. Je voyais bien qu'au bout d'un an de démarche pour essayer de me faire ouvrir le plateau technique, ça n'allait pas être possible, ou alors sous des conditions qui ne me convenaient pas. Tu vois, voilà. Donc j'ai arrêté de démarcher et j'ai dit aux femmes, voilà, maintenant c'est accoucher à la maison ou à ce moment-là en structure, mais sans moi. Voilà, donc ça a été accoucher à la maison avec toi, quoi. Il n'y avait pas d'autre... Voilà, mais c'est très ouvert et c'est ce que je dis. Moi, une femme, elle part du projet et du principe. Si tu veux, c'est un projet, c'est une envie. Souvent, bien sûr, 95%, ce sont les femmes qui traînent leur mari. Et on les rencontre sur un entretien de début de grossesse, bien sûr, parce qu'il faut qu'elles se renseignent. Elles aussi, elles n'y connaissent rien. Voilà, et donc elles viennent sur un entretien, ça dure 1 heure, où elles exposent, alors, bien sûr, leurs envies, leur pourquoi. Donc elles me parlent
de leur passif, bien sûr. Et dans mon idée, au début, quand j'ai commencé ça, je pensais en fait que j'allais retrouver des femmes qui avaient vécu effectivement un premier accouchement un peu laborieux, qui n'a pas été respecté, voilà, pour des paroles, pour des gestes. Tu sais, c'est très intime, hein, ça. Enfin, voilà. Donc, du coup, je pensais plutôt recevoir ça. Et alors là, grosse surprise. La moitié des mamans qui venaient me voir pour un entretien, c'était pour un premier bébé. Et là, je dis, elles ne sont pas déçues de l'hôpital. Parce que tu pourrais dire, elles veulent accoucher à la maison parce qu'elles sont contre l'hôpital. Première expérience traumatisante, donc forcément, elles rejettent en bloc l'hôpital. Ah pas du tout. C'est pas un rejet de l'hôpital, et c'est ce que je confirme. C'est une envie de quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, du couple, de l'enfant à naître aussi, respecter ça. Et puis, en fait, de la confiance en une seule personne, parce qu'elles ont bien compris aussi que c'est toujours l'incertitude de savoir le jour J. C'est beaucoup d'intervenants. C'est déjà sur 9 mois de grossesse, plusieurs intervenants. Et elles ont besoin d'être rassurées autour d'une même personne qui soit disponible. Alors justement, tu vas nous expliquer, parce qu'on est parti loin. Mais là, moi, tu sais que si tu me laisses la parole, je vais loin. Parce que je sais que j'ai des auditeurs qui, pour eux, accoucher à la maison égale danger. Égale accoucher égale danger, déjà. Oui, mais tu vois ce que je veux dire dans le concept. En France, et on va rappeler les chiffres, c'est moins de 1% des naissances qui sont faites à la maison. Donc vraiment, c'est pas du tout culturellement dans nos mœurs. Non. Donc, qu'est-ce que ça change de pouvoir accoucher à la maison dans le processus, dans le fait que tu disais il y a moins d'intervention voilà. Si tu veux, on va se remettre à notre siècle, à notre époque, d'accord, qui fait que on a d'abord 9 mois de grossesse avant l'accouchement. Donc nous, on va sécuriser l'accouchement par déjà le parcours de la grossesse. Et forcément, qu'est-ce qu'on va prendre à la maison ? Que ce qui va bien. C'est-à-dire, moi j'appelle ça les feux verts sur toute la grossesse. Donc bien sûr qu'on va avoir un suivi médical. Nous, on est médical, donc je les vois en consultation. Elles sont vues régulièrement. Elles passent leurs analyses, leurs examens. On leur commente, on leur explique, on prend le temps. Moi, j'ai une maman, une fois, qui m'a dit « Je veux pas d'échographie ». J'ai vu que c'était pas obligatoire. Je dis « Pas d'échographie ». Pas d'accouchement à la maison. Que tu dois vérifier bien que le bébé... Moi, si le bébé il a un problème cardiaque, s'il naît et qu'il décède derrière parce qu'il a une pneumonie cardiaque non détectée, qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Tu vas me dire, j'ai pas fait d'écho, c'est de ta faute, alors que tu les voulais pas. Donc, c'est vrai qu'on se garantit aussi, on se prémunit, on est médical, et moi, j'ai besoin de savoir que ce bébé, à l'écho, tout va bien. Que ce bébé a la tête en bas, qu'il y en a qu'un seul, que le placenta va ne pas nous gêner, bien sûr, et que c'est par le parcours de la surveillance de ce parcours, on va dire de 9 mois de grossesse, qui va bien sûr mettre la confiance déjà sur tout va bien, tous les feux sont ouverts. Je me rappelle une maman comme ça, gentille, infirmière, elle voulait accoucher du premier à la maison, et il s'est trouvé que sur la fin de la grossesse, je fais un bilan de coagulation, puis elle avait une thrombopénie, une baisse de plaquettes considérable, sans cause, si tu veux, ça arrive. Et là, j'ai dit, t'accouches pas à la maison, il y a un risque hémorragique derrière, et on était à 1 mois du terme. Donc, on a réorienté le projet, mais elles sont très conscientes de ça, parce que dans mes cours aussi, je leur explique problème, complications, transfert si nécessaire. Parce que donc, tu les suis en suivi sage-femme, et tu leur fais tous les cours de prépa à l'accouchement. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un accompagnement global. C'est ça, donc la différence par rapport à nous qui accouchons à l'hôpital, c'est qu'on voit beaucoup de professionnels de santé, beaucoup de sages-femmes, la gynéco, enfin bref, l'anesthésiste. Donc vous, les femmes qui décident ou les familles qui décident d'accoucher à la maison, elles ne voient que toi. Ouais. Alors, pas que moi, parce qu'elles ont une inscription aussi en maternité. Ça, c'est ce que je leur demande. Maternité toujours de proximité. Donc, si tu vois, quand tu parles de sécurité. Donc, le parcours de grossesse est important et on est très médical. Moi, le dernier mois, je leur fais des monitorings toutes les semaines. Donc, en fait, on est blindé médical. Hein. Contrairement à ce qu'on peut penser. On a les mêmes outils qu'en maternité. Donc, effectivement, ce parcours de 9 mois de grossesse va apprendre aussi, nous, à les connaître, les fréquenter, qui fait que oui, il y a des fois, on va peut-être sentir une fragilité, peut-être dans la relation et autres, qui pourra dire à un moment donné, je crois qu'il vaut mieux que tu accouches à l'hôpital. C'est pour ça que je dis, on ne sait pas où tu vas accoucher. Et puis s'il y a un vrai diabète gestationnel installé sous insuline, c'est sûr qu'elle accouchera, mais on a le temps de la préparer. Si le bébé est en siège, elle aura peut-être une césarienne. Donc tu comprends bien. Oui, ça veut pas dire, on a choisi d'accoucher à la maison, donc on finira forcément à la maison, dans l'eau et sans césarienne. Et de la même manière, elles sont prêtes aussi, effectivement, en cas, parce que moi je leur dis toujours, mais tu sais, l'ouverture, elle va se faire, tu vas choisir l'orientation que le jour où tu vas rentrer en travail. Parce que là aussi, on peut très bien avoir, toi, un travail très long, une douleur qui n'est plus gérable, et heureusement que la péridurale existe. C'est-à-dire que tous ces facteurs sont prêts, mais on ne peut pas prévoir à l'avance. En tout cas, on leur laisse l'opportunité d'apprendre à gérer. Elles ont cette bonne connaissance. Elles sont, alors là, soutenues exceptionnellement par leurs compagnons. Et là, c'est, moi, je dis, tu sais, l'enveloppe sécuritaire, on en a 2. Hein. Une femme, elle n'a pas besoin d'un monitoring pour bien accoucher. Elle a besoin de se sentir en confiance avec la personne aimante, si tu veux. Moi, je dis toujours le compagnon, bien sûr. Et puis, la sage-femme qui doit les englober à tous les deux, qui doit les sécuriser à tous les deux, émotionnellement et là, pour le coup, effectivement, médicalement. Elle a ses 2 appuis. Mais on a besoin d'être sécurisé sur un plan émotionnel.
pour sécréter de l'ocytocine. Et tout ça, bien sûr, bien sûr. On va en parler un peu après du processus. Voilà, donc en fait, on sécurise, nous, d'une part par ça, et puis d'autre part, on se rappelle quand même, et là, alors je fais des petits exemples comme ça, mais ma grand-mère, donc maternelle, a accouché en 1930 en Ariège. T'imagines, plein hiver, l'Ariège, la ferme, pas de voiture, pas de téléphone. Le grand-père, il partait avec la carriole à cheval chercher la sage-femme. Tu vois, ça s'est toujours bien passé, hein, parce que, heureusement, sinon on ne serait pas aussi nombreux sur Terre. Mais à l'époque, bien sûr, si ma grand-mère avait eu un problème vrai, qui n'était pas détecté, parce qu'il n'y avait pas d'échographie, il n'y avait rien, il pouvait être prématuré, ce gamin, on ne savait même pas, tu vois, les termes, c'était très imprécis. C'est sûr que là, en plein Ariège, en pleine campagne, pour l'amener à l'hôpital sans téléphone et sans voiture, la perte de temps était colossale, qui a fait qu'à ce moment-là, bien sûr, l'idée de les regrouper sur des structures a été formidable. Et là, ça fait une avancée pour elle, en termes d'hygiène aussi. À la ferme, tu n'avais pas l'hygiène que... Mais par contre, il y avait plus de... Ma grand-mère me disait toujours, mais nous, on n'avait pas besoin de se préparer à l'accouchement. On regardait comment ça se passait à l'étable et on savait comment ça allait se passer pour nous. C'était le bon sens, tu vois, le rapport à la nature et la simplicité. Mais on n'avait pas tout ce qu'on a de nos jours, si tu veux. Tu vois, peut-être moins d'informations, mais plus de rapprochement au contact. Alors maintenant, bien sûr, on a tous des voitures, des téléphones, on a des jonctions, on a des maternités à 30 minutes. Tu vois, les règles, c'est ça aussi. Il faut que j'ai une maternité à 30 minutes qui correspond au cas où à une urgence vraie, si tu veux, où je puisse l'amener rapidement, quoi. C'est toi qui amènes... C'est moi qui amène. D'accord. Ah ouais, c'est moi qui amène. Je te dis ça parce que j'ai assisté à des accouchements à la maison aux États-Unis et la condition là-bas, c'est qu'il y ait une ambulance postée devant la maison. Ça doit coûter beaucoup d'argent, je pense. Mais donc, on a passé d'ambulance. Voilà, là, c'est une ambulance à côté de la maison au moment où les sages-femmes appellent pour dire l'accouchement va se préparer. Donc, il y a une ambulance qui est prête à partir au cas où. Écoute, moi, j'ai mon berlingot équipé, tu vois. Voilà, et effectivement, en cas d'urgence, c'est moi qui véhicule. Je perds beaucoup moins de temps. Le SAMU, c'est très long. Le contact, l'orientation, avoir le médecin référent, tu perds déjà un quart d'heure. Après, le temps qu'ils trouvent, qu'ils arrivent et qu'ils repartent, ils partent de l'hôpital. Donc, mais t'as un temps perdu incroyable. Donc, il n'y a pas besoin. Donc, non, il n'y a pas besoin. Non, tu les transportes. Et puis, tu sais, j'ai 1500 naissances à la maison. Sur 1500, j'ai eu effectivement 2 transports en urgence, mais un sur, en fait, une grossesse, c'était pas l'accouchement. Elle a saigné à 7 mois et demi, et là, j'ai dit, t'appelles pas le SAMU, tu files tout de suite, quoi. Si tu veux, on savait qu'il y avait un problème, quoi. Et une autre maman, c'était une collègue qui m'avait fait un relais à ce moment-là. Elle a perdu les os, et elle a bien vu qu'il y avait le cordon qui glissait un peu devant. Et là, on l'a transportée allongée. L'hôpital était prévenu, ils l'ont césarisé en arrivant, et le bébé allait très bien. Mais sur 1500, tu vois, il y a eu 2 urgences vraies, ce que j'appelle 2 urgences vraies, une sur l'accouchement et une sur une fin de grossesse, quoi, mais qui n'était pas en travail, et voilà, quoi. Mais là, vaut mieux pas appeler le SAMU. Hein. Est-ce que tu peux expliquer les histoires d'assurance pour lesquelles c'est compliqué d'être une sage-femme à domicile? Écoute, on a une reconnaissance moyenne. Tu as bien compris que dans les médias, ça commence juste à apparaître. Mais nous, on va dire le corps professoral, médecin et même sage-femme, je peux dire, sont contre nous. Hein. Il y a encore des conseils départementaux de l'ordre des sages-femmes qui incriminent nos collègues qui font de l'accouchement à la maison. Et c'est ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. On est encore sur ce mode-là. On est les personnes à abattre quand même. Et tu sais, on se sent très, très menacés quand même. Mais pourquoi ? Parce qu'on les gêne, parce qu'on les perturbe, parce qu'on remet en cause des pratiques, alors que pour eux, ces pratiques sont essentielles. Ils ont construit ça en disant on est les meilleurs. Et puis tu sais, en France, on est toujours les meilleurs dans le monde. On ne va pas chercher ailleurs comment ça se passe puisqu'on est les meilleurs. Donc on ne remet pas en cause des pratiques institutionnalisées. Et c'est pas tant les médecins, mais c'est l'institution qui va pourrir la chose. Et quand tu as effectivement des services où maintenant l'idée c'est de la rentabilité, où tu mets plus de personnel mais des machines, je vais te dire que quand tu as une sage-femme qui court sur 3 à 4 accouchements en même temps, et moi je comprends aussi les collègues qui sont en burn-out, quoi. Donc forcément, tu as une agressivité générale et ça se retranscrit sur l'accompagnement, malgré le fait qu'elle soit hyper humaine et qu'elle se décarcasse sans même penser à elle. Hein. Enfin, je vais te dire que moi, le travail de sage-femme à l'hôpital... Voilà, quoi. Hein. Ouais. Et donc, au niveau des assurances, qu'il faut le dire, il y a aussi ça, le fait que vous êtes entravés. Alors, on est entravé parce qu'en fait, si tu veux, comme on n'a pas cette reconnaissance, on n'a pas de statistiques, donc ils ne peuvent pas évaluer par rapport au risque l'indemnité, étant donné qu'il n'y a pas eu de procès vrai, tu vois, il n'y a pas eu de problème, et ils ne peuvent pas se fixer là-dessus, et on n'est pas nombreuses. Donc moi, je vais te dire... Tu sais combien vous êtes en France ? En France, on a un recensement, alors on serait à peu près, on va dire, entre 60 et 70. C'est tout ? Même pas une par département. On couvre des territoires énormes. Vous êtes 2 en Gironde. Alors là, si tu veux, il y a ma collègue effectivement sur le bassin, mais dans sa capacité, on n'a pas toutes les mêmes capacités de suivi non plus, pour des raisons personnelles, si tu veux, tu vois. Et voilà, donc moi, quand j'en ai 10 par mois, Valérie en fait peut-être 10 par an, quoi, tu vois. Mais au moins, il y a une représentation, ça permet d'eux, quoi. Mais bon, c'est vrai que je vois le Creuse, enfin tous ces coins-là, mais j'ai une collègue sage-femme, d'ailleurs elle a arrêté, parce qu'elle était débordée. Elle faisait 8 départements.
Dans le centre de la France, 8 départements. Elle était toute seule pour 8 départements. T'arrives plus à gérer, t'as plus de vie, quoi. Tu fais que de la voiture. Voilà. Donc, non, si tu veux, on n'est pas reconnus, pas légitimés, pas de procès, pas assez nombreuses. Ils avaient dit, tu vois, comme les motards, à un moment donné, les motards n'avaient pas d'assurance. Ils n'avaient pas d'assurance non plus. Personne ne voulait assurer parce que là, il y avait trop d'accidents sur les motards. Ben, les motards se sont greffés entre eux pour créer leur propre assurance. Mais ils étaient suffisamment nombreux pour pouvoir faire une mutualisation, si tu veux. Donc, faire une collecte. Vous l'êtes pas encore assez. Non, mais tu crois qu'on va se payer, nous, à 70? Déjà, on n'est pas payé, on n'a pas d'argent. L'État, c'est 312 € un accouchement, on peut y rester 15 heures. Et l'État nous en prend la moitié, hein, d'accord? Eh ben, attends, on est taxé là-dessus. Donc, quand tu sais que tu restes 10 heures sur un accouchement et que tu vas gagner 150 € à la clé, tu comprends bien que là aussi, il faut être passionné, quoi. Hein, voilà. Tu comprends pourquoi il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc, comment tu veux qu'on paye 200 000 € d'assurance par an? C'est ce qu'ils nous demandent au même titre que les médecins. Mais il faut savoir qu'un médecin, il est payé au niveau de son assurance professionnelle, à la fois, bien sûr, par la structure dans laquelle il bosse. Et puis, quoi aussi? Par ta cotisation. Parce que la CPAM, figure-toi, va verser au médecin une commission aussi. Donc, tu payes, toi, l'assurance du médecin. Et nous, qui va nous payer? Nous, c'est à nous de payer 200 000 €. C'est infaisable, ingérable. Alors ils disent, mais vous voyez, on peut vous assurer. Non, parce que je gagne jamais ça, moi. Enfin... Et comment vous faites concrètement? Alors, si tu veux, concrètement, on se débrouille. Moi, j'ai la chance, si tu veux, ça fait 15 ans maintenant que je suis libérale. Ça fait 15 ans que je pratique de l'accompagnement global. Et l'assurance, à l'époque, il n'y avait pas encore ces émergences, parce que ça, c'est venu depuis l'Europe. Ces problèmes d'assurance, les pays limitrophes, elles avaient une assurance, les sages-femmes frontalières n'en avaient pas, et c'est venu de la base de l'Europe il y a à peu près 12 ans, si tu veux, ce problème d'assurance. Avant, c'était tranquille. Et donc, si tu veux, moi, comme il y a 15 ans, j'ai une assurance qui me couvre sur l'accouchement inopiné à domicile. D'accord. Il y a le mot inopiné que j'arrive pas à faire supprimer. c'est drôle comme mot. C'est inopiné. C'est inopiné. Oh bah tiens, je savais pas. Zut, j'ai pas le temps de l'amener à la maternité. Alors, comment ça se passe, un accouchement à la maison? Tu as suivi la grossesse. Ouais. Et donc, ça se passe comment? La maman t'appelle, elle commence à sentir les contractions, elle a perdu les os. Qu'est-ce que concrètement... J'ai un repérage avant. Parce que là, tu penses bien à domicile, j'ai intérêt à voir où est-ce qu'elles habitent aussi. Parce qu'il faut que je me mette dans le lieu, il faut que je vois le trajet. Elles accouchent à 80% la nuit. Donc, 2h du matin, elles t'appellent. Tu vois, bon, là, ça va, en ce moment, il pleut pas. Mais quand il pleut, que c'est le déluge, 2h du matin, tu sors de ta couette. Je peux te dire, faut savoir que il y a des fois, c'est un peu dur, quand même. Voilà. Et puis, en fait, tu penses tout de suite que elle est plus dans la difficulté que toi, quand même. Elle a mal, elle a peur, elle est toute seule avec son mari et elle a besoin qu'on la rassure. Donc là, dès que tu penses à ça, tu te dis, allez, je vais vite l'aider. Café, bien sûr, parce que moi, sans café, je peux pas tenir. Alors, bon, il y en a, elle me laisse pas boire le café parce que quand tu as un quatrième qui démarre vite, là, je lui dis, tu me prépares le café pour quand j'arrive. Toi, t'as pas le temps de te le faire. Non, et donc, oui, tu as repéré avant où bien elle sûr, va pouvoir je repère accoucher. Avant, bien sûr. On repère les lieux, on repère aussi un peu la maison. Il ne faut pas non plus que ce soit... il y a quand même un minimum d'hygiène. Elle passe pas au javel, mais il faut quand même, voilà. Et après, voilà, elles m'exposent leur point de vue, sachant que c'est instinctif, qu'il y en a qui s'étaient rêvés d'accoucher à 4 pattes sur leur lit, et en fait, elles ont terminé plutôt allongées sur le canapé, quoi. Enfin, voilà. Donc, en fait, il y a 2 pièces. Donc, en fait, si tu veux, je fais mes repérages avant. Je leur laisse aussi, bien sûr, des listes de médicaments que je vais avoir besoin. Autant anesthésiques locaux si jamais il y a des points de suture à mettre. Moi, je transporte toujours ma bouteille d'oxygène. J'ai tout le matériel. J'ai un siège d'accouchement. J'ai la réanimation maman, les produits anti-hémorragiques. J'ai tout ce qu'il faut aussi pour le bébé en réanimation. Tu vois, je me prépare toujours si jamais... Je dirais, tu vois, sur un accouchement à la maison, dans 5% des cas, je vais intervenir. Une épaule qui coince, un placenta à vérifier, tu vois, des choses comme ça. Dans 95% des cas, non, je suis juste là pour les masser, leur parler. Alors, bien sûr, leur donner aussi mes petites consignes, si tu veux. Mais en général, elles le font très bien, quoi. Voilà, donc je suis là pour être auprès d'eux. Voilà. Et prendre la main, voilà, pour prendre la main si je sens qu'il y a un problème, quoi. Et orienter si nécessaire aussi. Voilà. Donc mes petits repérages sont faits avant, liste de petits matériels aussi qu'elles vont avoir. Et après, donc je fais. Alors, c'est vrai que c'est très déterminant. Moi, je fais toute la Gironde. T'imagines, le département, c'est le département le plus grand. D'accord. On a heureusement quand même des trajectoires plates. Je suis pas de montagne, je suis pas dans les Alpes, donc ça va plus vite de faire 50 km ici. On a quand même un réseau autoroutier et routier performant, assez ligne droite et assez plat. Donc c'est vrai qu'en moi, souvent, c'est en temps de trajet que je vais parler et pas en kilomètres. Ça m'intéresse pas, c'est le temps de trajet qu'il faut. Voilà. Et effectivement, si tu veux, donc elles sont inscrites toujours en maternité de secteur périphérique. Donc sur le département, je travaille avec que les maternités publiques. Voilà, avec des abords très différents d'une maternité à l'autre. Sur des maternités, mon travail est reconnu.
Bon, mais pas de difficulté, elles s'inscrivent, il y a plutôt pas des discours chaleureux non plus, si tu veux, mais au moins, on va dire, on leur fait pas peur, quoi. Et puis, alors là, il y a des maternités où, alors là, quand elles sortent de là, on les a dézinguées, démoralisées, on leur a promis la mort pour elles, la mort pour leur enfant, l'hémorragie. En fait, voilà, je les récupère à la petite cuillère avec, en fait, c'est antidéontologique, c'est horrible, quoi. Enfin, elles subissent des pressions que je subis moi au quotidien, hein, quand même, hein, voilà. Donc, c'est vrai que là, il y a des discours qui sont monstrueux. Quand je te dis monstrueux, c'est monstrueux, il faut s'accrocher, hein, quand même, hein. Voilà, donc tu vois que même aussi au niveau de l'organisation, il y a des gens qui sont coopérants, mais qui vont pas en tout cas voilà, les détruire. Entraver, oui. Voilà. Mais il y en a qui sont très destructeurs, hein. Ouais, ouais. Alors qu'ils savent même pas qui je suis et comment je travaille. Ils préfèrent rester en fait dans leur ignorance que plutôt de m'appeler et de me dire comment vous travaillez, avec quoi vous travaillez. Il y en a qui pensent que je travaille sans rien, quoi. Tu vois, genre le bœuf et l'âne et la crèche au milieu, quoi. Enfin, bon bref. Sur la paille. Ouais. Et dans le documentaire Accoucher autrement, qui va sortir bientôt, que j'ai vu en avant-première, donc c'est génial, on te voit accompagner un couple. Et personnellement, je trouve ça chouette qu'on puisse montrer et qu'on enlève le cliché de se dire les gens qui accouchent à la maison sont les gens qui vivent dans la forêt, quoi, en gros. Tu sais, ce cliché qu'il y a. Parce que les couples que tu accompagnes sont des couples qui vivent en ville. Bah, écoute, tu vois, il y a une sociologue qui est venue faire un travail, parce que je regroupe beaucoup de gens qui s'informent maintenant. Donc, il y a des. Bon, je dis toujours, j'aimerais bien ouvrir, moi, mon cabinet à des internes en gynéco-obstétrique qui voient aussi ce que c'est que l'accouchement physiologique, mais je pense qu'il n'y en a aucun qui viendra. Par contre, il y a une sociologue qui est venue passer un mois avec moi dans une recherche, effectivement, sur question de choix, pourquoi naître à la maison. Et en fait, elle, en sociologie, elle a déterminé effectivement en groupe, donc des personnes sur... C'est vrai que ça correspond quand même à des tendances, hein, bien sûr. Donc des groupes de gens donc toujours très installés en société, c'est-à-dire qu'ils travaillent tous les deux. Donc au niveau, si tu veux, on est plutôt sur des études supérieures. On est, alors, on va dire, elle l'a formaté comme ça, c'est pour ça que je te donne les résultats de son étude sociologique, mais on va dire un tiers de professions médicales ou paramédicales. Donc des gens qui connaissent de l'intérieur comment ça se passe et qui n'en veulent pas pour eux, c'est rigolo, hein, quand même, tu vois. On va dire après un tiers, effectivement... Alors peut-être de gens, ce que j'appelle un peu communautaire aussi, parce que bien sûr le mot se passe par communauté. Donc on va avoir aussi un groupement assez religieux des fois, parce que on est pour vivre une expérience, on va dire humaine. Donc on peut avoir catholique ou tu vois musulman aussi. Alors c'est vrai que dans ces groupes aussi, en ce moment, j'ai une tendance aussi à peut-être les musulmanes très voilées, qui ont une recherche aussi de pas vouloir d'hommes, d'avoir plus l'intimité qu'elles souhaitent. Et je pense qu'il y a du bouche à oreille qui circule, tu vois, par communauté, ce que j'appelle par communauté. Donc j'ai un tiers aussi comme ça. Et puis après, je vais avoir aussi ces gens, si tu veux, qui sont dans une recherche de bien-être. Pas que naître, N-A-I-T-R-E, mais être aussi, avec cette démarche de se dire, voilà, nous on veut mieux vivre, moins consommer, manger peut-être mieux, et qu'est-ce qu'on veut au mieux pour nos enfants aussi. Donc ça va comprendre bien sûr le démarrage, la naissance, qu'est-ce que je veux pour faire naître un bébé dans de bonnes conditions, vivre cette expérience aussi, mais ça va aboutir derrière à l'éducation, à l'école, c'est-à-dire c'est des profils si tu veux. Donc ceux-là, tu pourrais peut-être les mettre, et c'est couillon, mais tu vois, là les bobos parisiens, là, mais non, parce que ces gens-là, il y en a, l'information se passe, et forcément, on est sur du bac plus aussi. Et après, c'est ce que je dis, j'ai du tout venant, entre guillemets. J'ai une maman caissière, tu vois, enfin, voilà. Mais en général, c'est un profil couple quand même. Et bien sûr qu'au début, même si l'homme traîne beaucoup les pieds, hein, à venir, au bout d'un moment, je le convainc pas, si tu veux, mais il écoute. Et c'est ce que je dis, le choix, il se détermine pas à l'entretien. C'est pas oui ou non, c'est on va faire un parcours ensemble. Et si dans ce parcours, il y a des peurs, voilà. Et si même à l'accouchement, tu le sens pas, mais elle est toute prête aussi à partir à la maternité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune entrave et la liberté de choisir se porte jusqu'au bout. Et ce choix, moi aussi, des fois, je dis stop, on arrête à la maison, parce que là, je crois qu'il faut qu'on aille à la maternité, quoi. Voilà. Alors, tu as accouché, tu disais, 1500 couples, femmes. Ouais. Est-ce qu'il y a il y en a un qui te vient à l'esprit, donc un souvenir que tu aurais, quelque chose qui t'a marqué? J'en ai trop. Alors après, là, maintenant, j'ai les cartes fidélité plus, je les appelle. Il y en a, ils ont fait tous leurs enfants. Ouais. 6 à la maison avec moi. T'imagines, hein? T'imagines. Ça, c'est plus des patientes, c'est des amis, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? On dépasse ce cadre-là. Et là, on est ce qu'on appelle la sage-femme de famille. Quand on a ce niveau de sage-femme de famille, ou quand tu arrives dans la maison, tous les enfants viennent te faire la bise, tu les reconnais. Alors, des fois, je révise les prénoms à l'avance, hein, parce que j'oublie un peu les prénoms. Il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que là, le titre de sage-femme de famille est extraordinaire. Je te donne l'anecdote comme ça. J'ai une petite blanche comme ça, qui a fait un joli dessin à sa maman.
Et puis, et sa maman qui lui dit, il y avait le bébé, enfin dans le ventre, et elle demande à Blanche, et elle lui dit, mais Blanche, tu sais ce qu'il faut pour faire un bébé? Et Blanche qui répond, elle avait 4 ans, il faut un papa, une maman et une sage-femme. Tu vois, ça s'appelle sage-femme de famille. Et quand tu es à ce niveau-là, voilà, c'est pas remplaçable, quoi. Donc, des anecdotes, j'en ai bourré. Non, mais je pourrais t'en raconter, je vais pas t'en raconter. Mais oui, j'ai des flashs comme ça, des ambiances, des odeurs, du calme, de la pénombre, de l'animalité, un feu de bois. Tu vois ce que je veux te dire? Un regard, une main qui serre, une parole, enfin voilà. Il y a tellement de... voilà, mais j'ai des très très beaux souvenirs. Je note pas les accouchements. Alors des fois, moi, là, je suis là, il est à 10 sur 10, celui-là. Hein. Mais je dirais dans leur expression, c'est pas, on va pas noter, tu vois, du style. Moi, j'aime pas ces femmes. Des fois, dans trop le contrôle, tu vois, la japonaise, là, elle contrôle tout, machin. Moi, celle qui exprime, qui gémisse, qui se tordent, qui te regardent avec désespoir, mais sur lequel, justement, tu as quand même une utilité. Celles-là, elles sont magnifiques aussi, si tu veux. Voilà, donc c'est pas, on va pas noter, tu sais, en disant, l'accouchement 10 sur 10, parce que c'est plein de choses différentes. Et même si elle a gémi, même si elle a pas cru, ouais, il y a des fois, au bout d'un moment, je dis, là, alors des fois, bon, c'est un peu, tu sais... carotte et bâton. Il y a des fois, je dis, bon, là, s'il sort pas, il va falloir qu'on aille à la maternité. Hein. Il faut que tu le pousses, là, maintenant. Alors, je peux dire que ça marche. Hein. Elle le pousse derrière. Mais ça, à l'hôpital, des fois, on te dit, si ça sort pas, on va faire un forceps. Hein. Ou une césarienne. Ou une césarienne. Là, ça te motive aussi. Ouais, alors, tu sais, c'est toujours ça. Moi, je dis, on est là, en termes... Alors, on est femme, bien sûr, on est mère, et on est dans cette transmission. C'est vrai qu'elles ont un regard à nous, on les materne, hein, c'est vrai. Et ça passe, alors, bien sûr. Alors là, tu vois, le reproche qu'on me fait, c'est de tutoyer les patientes que j'accompagne. Ça, ils supportent pas que je tutoie les patientes, et on m'a fait remarquer que la médecine d'aujourd'hui n'était plus une médecine paternaliste. Voilà, tu vois. Alors moi, j'ai du mal quand même avec une maman à qui j'ai relationné, les doigts dans le vagin, à 4 pattes par terre avec 2 bougies, de lui dire vous quand même, tu vois. Voilà. Et puis il y a une différence entre paternaliste, où on sait tous... Pater. Voilà, non, mais ce que ça implique de supériorité. Et d'être dans un échange bienveillant et chaleureux. Femme, c'est ce que je dis. Moi, je lui dis, j'ai mon savoir médical s'il y a un problème. Toi, tu as ton savoir de corps de femme pour accoucher. Ton corps, il sait faire. Et fais confiance à tes capacités. Donc moi, je suis toujours en égal avec elle. T'es femme, tu sais accoucher. Voilà. Et quand tu mets ce plan d'égalité, ça passe aussi par un tutoiement pour qu'elle se rentre en confiance. Bien sûr. En fait, dans ton discours, je me rends compte que finalement, pour les femmes pour qui... c'est un stress d'accoucher ou que c'est une étape tellement difficile, finalement, l'accouchement à la maison, c'est le plus approprié parce que c'est là où elles sont le mieux entourées. Ah bah évidemment. Mais moi, je dis c'est un luxe. Est-ce que tu crois qu'en maternité, une femme qui accouche, elle a une sage-femme pour elle toute seule pendant toute la durée de son accouchement, de son travail et de son accouchement? Non. Moi, j'ai des femmes qui m'ont dit, on vit une grande solitude. Elles sont adorables, elles sont mignonnettes, mais on les voit pas disponibles. Elles restent 5 minutes avec nous, elles gèrent leur technique, leur seringue, leur perf. On a les doigts dans le vagin, elles nous font un beau sourire en même temps, et puis après, elles repartent. Et pendant 45 minutes, on est à côté de notre mec qui est hyper stressé, qui est mal à l'aise, qui est dans sa blouse, qui transpire, il sait pas où se mettre, il sait pas où pisser, il sait pas où manger. Et lui, il vit un cauchemar aussi, si tu veux. Donc, forcément, il y a toute une ambiance aussi qui fait qu'il y a une grande solitude en maternité du fait de l'insuffisance du personnel. Là, le luxe qu'elles ont, c'est d'avoir la connaissance de cette sage-femme, avoir établi une relation de confiance, bien sûr, avec elle. Si on n'a pas la relation de confiance, on n'ira pas non plus, bien sûr, ni pour elle, ni pour nous. Hein. Et puis, bien sûr, à partir du moment où on est auprès d'elle, on va y rester jusqu'à ce que la naissance se fasse, et 2 heures à 3 heures encore après la naissance. Enfin, voilà. Et après, on y passe au quotidien, c'est-à-dire tous les jours, on va faire notre petite visite suite de couches, vérifier l'allaitement, le poids, on fait les tests de Guthrie, on est médical en fait. Hein. Et tout ce qu'on fait derrière aussi, on l'amène aussi à la maison, dans le confort d'être à la maison. Alors surtout, je dis pour un premier, ça va, mais quand elles ont déjà 2 autres enfants à la maison, là le mari me dit, mais quel bonheur de ne pas faire les déplacements, pas gérer les autres enfants, de ne pas pouvoir bénéficier aussi de ce temps avec le nouveau-né qu'on ne connaîtra pas. En fait, c'est un biais familial. L'accouchement à la maison, c'est pas que... Au début, moi j'ai fait ça, alors tu vois, militantisme déjà, t'as compris, féministe, donc pour les femmes. Après, je me suis dit quand même, mince, mais ces bébés qui naissent à la maison, mais quelle naissance magnifique, quel manque, enfin, il n'y a pas de traumatisme pour eux, tu vois, enfin, il y a... Et ils ont le père à disposition, ou l'autre... Bien sûr. Donc après, je me suis dit, mais en fait, les bébés en bénéficient aussi, parce qu'au départ, c'était très féministe. Hein. Et après, je me suis dit, mais ces pères, l'image qu'ils ont de cette femme, de ce pouvoir qu'elles ont, de ce bébé, ce peau à peau, ce lien qu'on peut tisser, de les coucher tous les 3 dans le même lit en partant et faire l'unité comme ça d'emblée,
ben en fait, tu te rends compte que tout le monde en bénéficie, quoi. Hein. Et la sage-femme aussi, hein, bien sûr. Je sais que si j'ai voulu t'interviewer, donc j'ai rencontré une maman qui a accouché avec toi à la maison, dans des ateliers de parentalité, donc coucou Marion. Et nous, on s'était rencontrés à une conférence, mais donc mon podcast, ça parle de naître mère, du fait de devenir mère, et je suis quelque part intimement convaincue que quand on accouche bien, on devient mère plus facilement. Que quand l'accouchement se passe dans les meilleures dispositions, créer le lien d'attachement avec son enfant est beaucoup plus facile. Est-ce que toi, tu l'as vu aussi, ça, la différence entre quand un accouchement se passe de manière magique ? Alors, tu vois, il faudrait faire des études. Oui, je sais, aussi, mais là, je te demande ton ressenti. Mais mon ressenti, c'est que souvent, et j'ai travaillé quand même en maternité 20 ans, tu comprends bien que j'ai quand même un recul sur la maternité, et qui me faisait dire, cette détresse de baby blues, par exemple, tu vois, elle l'avait toute. Elles pleuraient toutes, oui. Et on disait, c'est hormonal, on ne sait pas trop, enfin bref, d'accord. Écoute-moi, à la maison, depuis que je les accompagne, je n'ai pas de baby blues. Ah ouais. Et ouais. Ah, c'est incroyable ça. Tu vois ça serait à étudier, par exemple. Alors, des fois, elles me disent, je pleure de trop de bonheur. Mais ça me fait plaisir. Non, parce que c'est pas pareil. Moi, je l'ai eu, ce baby blues, et à 72 heures après accouchement, mais c'était pas trop de bonheur. Ah non, je ne l'ai pas à la maison. Donc, il n'y a pas de facteur hormonal dans le baby blues. Non. Il y a un facteur environnemental de pression. Alors, ce que j'appelle, moi, en fait, de leur mettre, en fait, c'est pas méchant de leur part, mais c'est institutionnel encore. C'est de leur mettre trop d'avis avec trop de personnes qui vont les effondrer, qui fait qu'au lieu d'écouter leur bébé et leur savoir ancestral, les femmes croient qu'elles sont incompétentes et au bout de 3 jours, elles ont l'impression d'être nulles avec leur bébé, qu'elles vont jamais y arriver. Le nombre de femmes qui disent ça, c'est incroyable. Et voilà. Et à la maison, j'ai pas ça. À la maison, elles dorment avec leur bébé et avec leur mari et ils prennent en charge ce bébé en même temps. Donc, ils apprennent en même temps. On a un lien. Moi, au début, je me disais, mais elles vont m'appeler toutes les 10 minutes, tu vois. Mais jamais. Elles sont en confiance tout de suite. Et quand tu accouches par ce biais-là, moi, je dis toujours, tu sais, la fonction de la douleur. Tu dis, pourquoi la douleur de l'accouchement ? Pourquoi on a la douleur de l'accouchement ? Bon, bien sûr, il faut s'informer quand même. Le jour J, il faut que tu aies mal parce que sinon, tu accouches n'importe où. Bon, mais la deuxième chose aussi, c'est que c'est initiatique. Tu dis passage de femme à mère. Tout rite initiatique s'accompagne d'une épreuve. C'est la douleur, l'initiation, tu comprends ? Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on grandit. Mais moi, je dis, quand une femme accouche par ce biais-là, par ses propres moyens, tu renforces ses compétences de femme déjà. Putain, j'ai réussi. Bien sûr, toute femme qui accouche a une fierté en soi. Mais quand tu accouches sans péridurale, tu as su gérer cette douleur, et que là, forcément, tu as un ego, moi je dis, elles ont un ego surdimensionné, après quand même. Ça fait du bien pour l'ego de temps en temps. Mais tu sais quoi derrière ? Mais quand l'enfant va téter, que tout d'un coup, merde, j'ai mal au sein. Et les seins, on peut pas mettre de péridurale. Ah non. Écoute, c'est bizarre, mais elles supportent vachement bien la douleur des seins, ces femmes-là. Et les pleurs du bébé, dis donc. Mais c'est aussi fracassant, un pleur de bébé. Non, il n'y a pas de péridurale pour faire dormir le gosse non plus. Tu comprends ce que je veux te dire ? Donc c'est là où tu vois qu'aussi cette douleur initiatique de démarrage va renforcer ses compétences maternelles à cette femme qui devient mère pour lui faire dire derrière de cette épreuve initiatique, tout le reste de ta vie, des épreuves que tu auras avec ton enfant, mais tu vas avancer. Tu es capable. Mais tu es capable. Mais j'ai pas de baby blues. Faudrait faire des études, mais j'ai pas le temps. Mais je te jure. Et un autre truc aussi que j'ai remarqué à la maison, parce que là, je pensais que j'en aurais, c'est les ictères des nouveau-nés, les jaunisses. Les jaunisses. Ouais. En fait, si tu veux, moi, je me rends compte aussi que les gosses sont pas du tout stressés. Des femmes confiantes, des pères confiants. Ils ressentent pas le stress des parents. J'ai pas ce stress des parents autour du bébé, si tu veux. Après, bien sûr, il y a aussi une fonction physiologique. Je pense aussi que cet enfant naît, et ça, faudrait s'y intéresser dans ce microbiote très personnel qui est la maison. Dont Michel Audin parle. Mais très il bien. a raison, si tu veux. Et moi, je dis aussi que la colonisation aussi de ce milieu va favoriser aussi la mise en route de ce bébé qui fait que moi, des jaunisses à la maison, j'en ai pas, quoi. Pas comme à l'hôpital, en tout cas. Donc là, ça vaudrait le coup aussi d'étudier le parcours, quoi, tu vois, bien sûr. Des chercheuses ou chercheurs qui sont en médecine nous écoutent, allez-y, il y a des sujets d'études magnifiques. C'est bon sujet d'études. J'ai une question, du coup, c'est impossible que tu accouches à domicile des bébés prématurés. Impossible. Ah non, impossible. Et après terme. Donc là, on va surveiller, bien sûr. Et après, moi aussi, je me fixe aussi mes propres limites. On est obligé quand même de respecter. D'accord, tu as quand même et donc, je leur donne effectivement, délai. Terme plus 1 semaine. Et si effectivement, c'est pas venu, elles sont déclenchées à l'hôpital, quoi. D'accord. Oh, maintenant, on a nos petites astuces.
Voilà, il n'y a pas que la perfusion de Saint-Océan pour déclencher. On a plein de petites astuces, nous, qui nous ont été transmises aussi par ces belles rencontres que je te disais, par ces femmes de l'étranger qui, dans ces pays, pratiquent d'autres choses, d'autres concepts. Vas-y, t'en aurais une comme une petite astuce? Ah ben non, ça c'est perso. Tu les gardes. Ah, d'accord. Non, ça je les garde, bien sûr. Okay. Et ça fait que, en fait, j'en ai pas beaucoup qui dépassent vraiment le terme, sauf si vraiment elles n'ont pas voulu qu'on fasse quoi que ce soit. C'est un choix aussi. J'ai lisé des articles sur toi et je crois que c'est en 2010, une maman a créé une petite surprise et a rassemblé toutes les familles où tu as mis des enfants au monde, où tu as aidé. Il y a quelques réunions comme ça. Et t'as voilà. vu celle de 2010, c'est mais on en a quelques-unes d'autres comme ça. Ouais, d'autres après. Je lisais, c'était 800 familles, je crois, qui sont venues. Enfin, je sais pas, vous étiez combien? En fait, si tu veux, quand tu regroupes les familles, tu regroupes le couple. Bien sûr, donc, il peut y avoir beaucoup. 800 personnes, mais ça faisait pas 800 familles, t'imagines. Alors là, on pouvait pas, quoi. Mais oui, il y a eu effectivement, en gros, plus de 200 familles. On s'est réunis comme ça sur un petit parc pour les enfants. Ah oui, donc c'est ça, sur le bassin d'Arcachon, voilà. Et donc, du coup, on a fait une journée complète. Mais c'est génial. C'est génial. Des émotions à n'en plus finir, quoi. Enfin, ouais. C'est vrai que je me rappelle de beaucoup. Des fois, tu vois, quand tu me disais des anecdotes, c'est que des fois, j'oublie les prénoms, tu penses, j'en vois beaucoup. Mais alors, tout d'un coup, j'ai le flash qui m'arrive, parce que je te parle des flashs, et je dis, ah oui, toi, c'était là, c'était ça, c'était comme ça. Et elles sont assez toujours bluffées parce qu'elles me disent, mais tu te rappelles? Bah oui, tu vis avec toi des trucs tellement forts que de toute façon, dans ta tête, c'est toujours au fond de ta tête. Et il suffit d'un détail, qu'elle te donne un détail pour que toute l'histoire se réécrive. Voilà. Donc, ouais, c'était magique. Et puis, de temps en temps, on fait ces petites réunions comme ça, quoi. Ouais. T'as jamais regretté d'avoir quitté l'hôpital pour te mettre... Ah non, jamais. Ah non. Et tu sais, il y a des fois, on me dit, mais tu voudrais pas... Non, mais je pourrais plus. Je pourrais plus ne pas les laisser libres de leurs émotions. Les structures ne le permettent pas, si tu veux. Voilà. Et puis moi... avoir 3 femmes en travail à gérer en même temps, ça m'intéresse pas, quoi. Et moi, ce que je veux, c'est la globalité, c'est savoir qui j'accouche, c'est les connaître à l'avance, ce qui n'est pas permis à l'hôpital. Donc, c'est ce parcours global qui est important, si tu veux. On compte pas nos heures, on compte pas nos temps. Elle nous appelle au téléphone à 2h du matin. Bon, il y a des fois, je dis, je vais faire une exposition de bouchons muqueux. J'ai tellement de photos de bouchons muqueux sur mon portable. Non, ça, c'est, tu vois, les termes. Je vais faire une expo bouchon muqueux parce que 2h du matin, t'as les photos, quoi. Tu vois. Je vois bien. Ces questionnements qu'on a tout à la fin. C'est d'avoir quelqu'un, un intervenant qui puisse dire. être là, disponible, et qui puisse leur dire réellement ce que c'est. Parce que sinon, c'est l'angoisse, l'inquiétude, et les urgences, et tout le parcours qui les stresse énormément. Avec des gens qui vont les inquiéter aussi énormément, si tu veux. On n'a pas besoin de ça quand on est enceinte. Hein. T'as tes propres angoisses, t'as pas besoin d'avoir celles des autres. Hein. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait des sages-femmes qui prennent ton relais, qui prennent la suite? Alors, meilleure reconnaissance au niveau, on va dire, instance, ça c'est sûr. Donc là, ça commence par le ministère de la Santé, qui doit réévaluer, nous, le problème assurantiel, parce que quand on aura des assurances réelles, je pense que les jeunes qui sont hyper terrorisés, les jeunes, on leur parle que de médico-légal dans les études. Hein. Le risque, c'est que ça. Hein. Donc, t'imagines bien qu'en sortant, comment tu veux qu'elle travaille comme ça, quoi. Donc, réévaluer, donc bien sûr, le problème assurantiel très rapidement. C'est pas normal qu'on puisse pas nous assurer. En France, c'est hors la loi. L'État français est hors la loi quant aux assurances, si tu veux. Voilà, donc après, et puis on a essayé de se renseigner sur des pays étrangers pour se faire assurer, mais c'est pas possible. Chaque communauté, donc chaque pays doit assurer ses propres ressortissants. Donc on peut même pas accéder à... Les Belges, elles payent 600 € par an. Enfin, tu comprends bien ce que je veux te dire. Hein. Il n'y a pas de démarche légitime en Europe non plus. Hein. Voilà, donc les instances, ça part du ministère de la Santé. C'est avoir la reconnaissance aussi d'un territoire géographique très vaste en France, avec de moins en moins aussi, si tu veux, de maternité, et avec des conditions qui vont vite devenir, je pense, dramatiques. Quand il y aura eu 10 accidents sur la route de femmes qui accouchent sans aucun confort dans leur bagnole en plein hiver, je pense que là, ça va peut-être commencer à les interpeller. Mais tu sais ce qu'ils vont proposer, au lieu de proposer justement plus de payer une nuit d'hôtel. Alors, payer la nuit d'hôtel ou alors les déclencher. Ça va être les déclencher à 8 mois et demi pour éviter qu'elles accouchent sur la route. Tu vois le plaisir du déclenchement. C'est pas ça qu'elles veulent, les femmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, meilleure reconnaissance déjà de notre profession par toutes nos instances, que ce soit au niveau médecin ou sage-femme. Moi, des fois, les plus agressifs, c'est des collègues sages-femmes avec moi. Hein. C'est dur, hein. Ça, c'est dur quand c'est des collègues sages-femmes. Voilà. Après, effectivement, si tu veux, là aussi, je crois qu'il y a le rapport aussi pour des jeunes à l'argent.
Parce que quand tu es payé 150, enfin quand tu gagnes que 150 € pour 15 heures de travail, être disponible jour, nuit, week-end compris, pas de vacances, partir, tu sais pas quand tu rentres, et gagner 150 €, mais elles ont bien raison de travailler à l'hôpital, quoi. Enfin, tu comprends bien, quoi. Donc, c'est une revalorisation globale des actes aussi des sages-femmes, tu vois. Donc, les instances, la valorisation salariale aussi pour que des jeunes puissent s'installer, l'assurance, et puis la formation. On va reprendre l'origine, je vais te dire. Quand on leur parle que de médico-légal, de risque et qu'on développe que la pathologie dans les écoles de sages-femmes et qu'on leur interdit, tu vois par exemple, l'école de sages-femmes de Bordeaux interdit aux étudiants de sages-femmes de venir en stage avec moi. Il est noté sur leur convention de stage, un petit article alinéa 3 bis, tu vois, comme quoi une étudiante sage-femme de Bordeaux ne doit ni voir ni approcher une femme qui accouche à la maison. Tu comprends ? Ah oui, non. J'ai du mal à comprendre. C'est ça en France. Donc déjà, la formation de base, elle n'est pas adaptée, si tu veux. Voilà. On interdit aux étudiantes de Bordeaux de venir en stage chez moi. J'imagine qu'il y a un mouvement qui se crée, parce qu'avec tout ce qu'on sait sur les violences obstétricales, gynécologiques, la parole qui s'est libérée, ça va plus largement avec le MeToo, j'imagine qu'aujourd'hui, les femmes commencent aussi un peu à regarder à droite à gauche ce qui se fait. Est-ce que tu as la sensation que tu as plus de femmes qui viennent te voir ou pas du tout ? Moi, je prends 10 femmes par mois. Après, le reste, je dis non. Donc, de toute façon, non. Donc, ça change pas. Par contre, non. Moi, je dis depuis Internet. C'est pas tellement MeToo qui a fait. Mais depuis Internet, où les femmes ne sont plus juste devant le médecin qui les informe de leur parcours, où elles n'avaient pas d'ouverture, depuis qu'il y a Internet maintenant, des femmes se renseignent. Au moins s'informent, tu vois, celles qui le veulent. Maintenant, moi je dis toujours, tu sais, on a des offres de choix possibles. Moi je sais qu'il y a des femmes qui souhaitent avoir une césarienne de convenance, mais il faut leur laisser potentiellement ce choix-là. C'est leur histoire. Bon, moi je dis, il faut travailler sur le psychisme à ce moment-là, mais c'est leur histoire aussi. Mais pour celles qui ont aussi un projet de physiologie pure, d'accoucher chez elles, en étant médicalisée chez elle, c'est ce qu'il faut comprendre. Elle accouche pas toute seule avec son mari. Sinon, on va arriver à ces extrêmes. Dans des endroits où il n'y a pas de sage-femme, on va arriver à ça, quoi, tu vois. Ou dans la voiture, parce qu'elles n'ont pas le temps d'arriver à la maternité. Mais effectivement, cette offre de choix doit être possible, si tu veux. Mais voilà. Donc, c'est Internet qui t'a... C'est Internet. Moi, je dis c'est Internet qui a ouvert au moins l'information, tu vois. Et après, si tu veux... Moi, bon, tu sais, Internet a toujours un revers de médaille. C'est pour ça que je me méfie aussi, des fois de MeToo aussi, ça peut être possible si tu veux. Parce que tu sais, les expériences sont très particulières. Le vécu de l'accouchement, c'est un vécu. C'est ce que toi, tu ressens avec ta propre histoire et ton parcours. Et moi, je dis toujours, c'est marrant, mais quand il y a eu des fois, il y a des mamans qui m'ont écrit, tu veux pas m'écrire le témoignage de mon accouchement ? Je vais demander la même chose à mon mari et je vais écrire moi la même chose. Et on a ces 3 récits d'accouchement. D'accord ? Mais tu les lis les 3, tu te dis, mais on n'a pas vécu la même chose, quoi. Tu comprends ce que je veux te dire ? Et c'est ça, c'est pour ça que je dis toujours, c'est complexe aussi, Internet, dans le MeToo et tout ça, parce qu'elles vont transcrire leur propre vécu, mais qui, bien sûr, étant même sur un point douloureux, va être très, très négatif. Il n'y a pas que du négatif non plus. Et c'est pour ça que je me méfie aussi d'Internet, dans l'anonymat, qui a posté, qui a écrit, qui dit... Voilà, donc je pense qu'il est intéressant, mais il faut aussi aplanir, si tu veux, et pas non plus dire tout est horrible, quoi, tu vois, parce que non, il y a plein de femmes qui accouchent bien aussi, qui sont bien entourées aussi, voilà, mais je dirais globalement, ça ouvre une porte quand même à certains actes violents, qu'on qualifie pas de violence, mais à partir du moment où, moi je me rappelle une femme j'arrive comme ça, gentille, avec mon sourire, enfin à l'hôpital où j'étais, si tu veux, et elle me dit, ça fait 38 fois depuis hier qu'on m'examine. J'ai dit, mais 38 touchés vaginaux. Et je me mets à la place, je dis toujours, et je dis au mec, des fois, je dis, mais t'accepterais 38 touchés rectales, toi ? Il me dit non. Ah ben voilà, mais nous, on supporte. Donc ça s'appelle une violence obstétricale, si tu veux. C'est logique. Et ces actes de violence, c'est vrai qu'on les émerge, et c'est bien d'en parler, mais comme pour tout le reste, si tu veux. Et de tout temps, la femme a dû subir, tu comprends ce que je veux te dire, sans jamais... Sois belle et tais-toi. Sois belle et tais-toi, c'était le principe, si tu veux. Donc, sans jamais rien dire, culturellement, par notre société judéo-catholique, si tu veux, tu es soumise. Et on nous apprend à être une gentille petite fille bien élevée. C'est quoi ? C'est l'infantilisation à l'hôpital. C'est on t'allonge, tu parles pas, Mais moi, je dis toujours, tu vois, la violence, c'est par exemple ces gens qui parlent entre eux de toi à côté, et là, tu as envie de leur dire, mais je suis pas qu'un utérus, moi aussi, expliquez-moi... Vous comprendrez pas, quoi, tu vois. Mais si, je peux comprendre quand même, hein. J'ai un utérus, mais j'ai un cerveau aussi au-dessus, quoi, tu vois. Et ça, cette infantilisation, cette violence coutumière, si tu veux, il est bon d'en parler pour
y faire cas. Maintenant, effectivement, moi j'ai aussi, t'as des femmes qui vont te dire, ah j'ai eu un toucher vaginal, ça a été une violence obstétricale. Non, faut pas exagérer non plus, quoi, tu vois. Tu comprends ce que je veux te dire. C'est dans tout ça, il va falloir faire une part des choses, avec quelques actes qui doivent être en conscience, bien sûr. Moi aussi, il y a des fois, je fais un toucher vaginal, je peux lui faire mal, mais je suis en complicité. Tu me dis, si je te fais mal, j'arrête, tu vois. Et je demande toujours la permission d'examiner. Ça, déjà, tu le sais que c'est pas la norme. Eh ben non, de demander la permission. C'est parce que pendant des années, les femmes se sont tues. Ouais. Et ben voilà. Et elles se sont plaintes au mari souvent. Oh, il m'a fait mal le docteur. Tu veux qu'il fasse le mari, va pas, hein, tu vois, voilà. Donc ça, c'est aussi notre culture, notre éducation qui a fait ça. Donc si tu veux, tu as Internet qui fait que les femmes se renseignent. Le fait que MeToo soit là aussi fait qu'on dit stop à certains actes, mais on n'avait pas conscience avant que c'était de la violence. Tu comprends ? C'est vrai. Parce qu'on nous disait que c'était normal. 30 touchés vaginales, c'est normal. Tu as amené pour l'interview deux études qui ont été faites, un mémoire. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu de ce que tu as retenu qui serait important par rapport à... On a enfin un peu étudié l'accouchement à la maison. C'est ça, c'est qu'en fait, si tu veux, on a eu des études sur l'accouchement à la maison, mais qui sont hors cadre français. Donc, tu as des études canadiennes, hollandaises, anglaises, parce qu'eux s'intéressent beaucoup à ça aussi. Et puis, ils le développent en plus, aussi pour des questions économiques, parce que ça coûte moins cher pour la société d'accoucher à la maison. Ils sont pas fous, ces gens-là, tu vois. Ils ont bien réfléchi aussi. Voilà, et donc, c'est vrai qu'en France, on n'avait jamais effectivement cas de ça. Et ces études, d'ailleurs, anglo-saxonnes, ne sont jamais traduites en français. C'est pour te dire comme on veut pas nous s'y intéresser. Elles sont qu'en anglais. Bon. Donc là, si tu veux, nous, on s'est regroupés parce que merci Internet aussi, on arrive à avoir des liens sociaux entre nous. On est très isolés. Tu as compris qu'on est même pas par département. Donc géographiquement très isolés. Maintenant, on arrive à communiquer. On se rencontre régulièrement sur des journées de l'AAD, tu vois. Et comme ça, j'ai mis des visages sur des filles que je connaissais pas, enfin que je connaissais de nom, que je sais aussi militantes comme moi, mais que j'identifiais pas. Donc maintenant, c'est bien, on s'est identifié, on se rencontre assez régulièrement, on essaye tous les ans de se voir. Voilà, une petite journée par-ci, là c'était à Nîmes qu'on s'est rencontrés. Et puis de là aussi émerge l'idée de travailler en collectif pour essayer de nous défendre, parce que tu vois bien qu'on est dans une défense, on est agressé, on va se défendre. Et pour la reconnaissance ne passe que par des statistiques et c'est légitime. Et tant qu'on n'a pas publié de chiffres, on peut pas avoir de reconnaissance sur aucune instance. Donc là, on s'est pris en main, ce qui est pas facile, parce qu'on a déjà des niveaux de 70 à 90 heures par semaine de travail. Et donc, on a effectivement, alors, un groupement, une associatif, donc l'APAAD, tu vois, Association professionnelle de l'accouchement accompagné à domicile. Donc ça, c'est un réseau, si tu veux, que de sages-femmes qui sont inscrites dessus, qui pratiquent l'accouchement à la maison. Et effectivement, on a réalisé, donc là, il y a des filles très motivées qui gèrent bien l'outil informatique aussi, qui ont pris des statisticiens aussi, et elles ont élaboré des grilles de statistiques où on a pu rentrer toutes nos données, nous, de 2018. Donc là, ça commence à être intéressant parce qu'on a regroupé, alors, il n'y a pas tout le monde, mais il y a au moins déjà une cohorte de 1200 accouchements à la maison. Ok. Donc, c'est déjà un bel échantillon. Ça commence à faire de l'échantillonnage et on ne peut pas parler à ce moment-là, oh, elles ont eu de la chance. Moi, je dis toujours, tu sais, quand tu dis, elle a bien accouché à la maison, j'entends, oh, mais elle a eu de la chance. 1200, ça commence à faire déjà un bon échantillonnage. Voilà, et donc, effectivement, avec des items, plusieurs items, mais c'est un vrai travail, si tu veux, professionnel. Et qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort qu'effectivement, la situation de l'accouchement à la maison n'est pas dangereux, n'est même pas plus dangereux. Et même, effectivement, souvent pour des deuxièmes ou des troisièmes enfants, est nettement moins à risque qu'à l'hôpital. Parce qu'on est nettement moins iatrogène, moins d'intervention, milieu préservé, et psychiquement, la femme étant libre de stress, elle accouche nettement plus vite. Parce qu'elle a son bébé qui est à côté, l'autre enfant, son premier enfant qui est pas loin. Pas toujours. Elle est dans son contexte, si tu veux. Elle est chez elle. Elle est chez elle. Elle a aucune contrainte, si tu veux, stressante, même l'ambiance. Pas trop de lumière, pas de bruit, pas l'hystérique à côté qui hurle. Tu comprends ce que je veux te dire ? Voilà, donc on a cette première étude qui vient de sortir. Alors tu vois, ça tombe bien, je te l'ai sortie parce qu'il y a 1 semaine, 10 jours qu'elle est sortie. D'accord. Et j'espère que là, maintenant, on va un peu inonder nos instances aussi de ce beau travail qui a été fait. Et là, d'ailleurs, on continue à rentrer nos données 2019. Tu vois, on ne pouvait pas remonter plus avant. Ça nous demande trop de travail, si tu veux. Mais on rentre encore toutes nos données. Maintenant, on rentre toutes nos automatiquement. Données. C'est-à-dire que là, si tu comptes, on arrive 1200, on va peut-être rentrer 1500 cette année. En 5 ans, on va avoir quand même un super échantillonnage, si tu veux, tu vois. Et à un moment donné, il faudra bien qu'ils les lisent. C'est en français, pas besoin de traduire, tu vois. Et dans le même temps aussi, y a une étudiante, sage-femme, de l'école de Clermont-Ferrand, formidable, Virginie Orliac, et qui a fait aussi ce travail, elle, de son côté, de fin d'études, sa mémoire, qu'elle a appelée « L'accouchement accompagné à domicile, comparé au bas risque en milieu hospitalier ». Et elle a comparé 2 systèmes hospitaliers, le niveau 1 et le niveau 3.
Donc, elle a fait domicile, niveau 1, niveau 3. Bon, je ne vais pas te dire... Alors, elle y a mis quand même les formes, hein, quand même, à la fin, en disant qu'il faudrait pousser un peu plus l'étude. Mais bon, en fait, pareil, elle note en conclusion qu'il y a moins de risques d'accoucher à la maison. Donc ça, il faut les lire. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il faut s'y intéresser à ce travail-là, si tu veux. Voilà, donc ça, écoute, avec déjà 2 études qui paraissent cette année, je pense que s'ils veulent les lire... Mais moi, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent rester dans l'obscurantisme, hein, et ils ne les liront pas. Parce qu'ils ne veulent pas savoir. Voilà. Bon, ce qui ne change pas, c'est que tu as toujours 10 femmes par mois. Oui. Donc, il y a quand même des gens en Gironde, parce qu'on rappelle, vous écoutez sûrement peut-être ailleurs, mais en Gironde, c'est encore possible. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Un plaisir. C'était très complet. Voilà. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode avec Isabelle. Merci à elle d'avoir pris du temps de nous expliquer. Je vous donnerai toutes les informations dans la barre d'informations sur le documentaire auquel elle a participé, sur les livres qu'elle recommande. Elle m'en a envoyé 5, dont 2 dont j'avais parlé dans mon podcast, dans les livres qui m'avaient bouleversée, et notamment ce très beau livre de Ina May Gaskin, le guide pour un accouchement naturel. Donc voilà, vous aurez ces 5 livres. Je vais essayer de vous transmettre l'état des lieux en AAD, l'étude qu'elle m'a fournie, qui est très intéressante, parce qu'il y a peut-être des femmes qui ont envie d'aller plus loin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, n'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles sur ce podcast, à laisser des commentaires, à partager, à faire découvrir. Je vois bien l'engouement qu'il y a eu après l'épisode avec le docteur Catherine Guéguin, j'en suis ravie. Je vais continuer à faire des professionnels de la santé, de la petite enfance autour de la maternité, parce que je sens qu'il y a un besoin, une écoute et une demande. Donc voilà, je continue, j'arrête de parler. Très bonne journée, fin de journée, week-end, peu importe. À très vite, à la semaine prochaine.